Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Au collège, les élèves des familles aisées se mélangent de moins en moins. C'est ce qu'a révélé il y a quelques semaines le ministère de l'Éducation nationale. Pour la première fois, il publie des données qui permettent de mieux cerner le profil des familles d'élèves des collèges publics et privés. Résultat, les établissements ont encore des progrès à faire en matière de mixité sociale. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a promis d'en faire une priorité de son mandat. On en parle aujourd'hui avec un spécialiste des questions éducatives, Guillaume Prévost. Il est directeur général du think tank Vers le Haut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci de revenir nous voir, Guillaume Prévost. Moi, j'ai une question. Quel était le contexte de la publication de cet indice par le ministère? Pourquoi a-t-il été contraint de le faire? C'est ce qu'on a vu. Alors, c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet, puisqu'on va voir que ce sujet, derrière ce sujet, en fait, il y a une défiance dans notre système éducatif qui commence à être un sujet structurel pour le fonctionnement du système, puisque, je le rappelle, ces indices de position sociale ont été élaborés par la direction statistique du ministère et visaient à classer les établissements, notamment dans le cadre de la cartographie de l'éducation prioritaire. Globalement, on se sert de cet indice pour dire dans cet établissement, il y a besoin de davantage de moyens, alors que dans cet établissement, un peu moins. Du coup, on a une sorte de classement des établissements en fonction des difficultés de leurs élèves pour mieux concentrer les moyens, notamment dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire. Alors, ces chiffres, ils ont longtemps été maintenus confidentiels, notamment parce qu'il y avait une peur, je crois, légitime du ministère, que ces chiffres soient utilisés pour des marronniers, pour dire où il faut inscrire votre enfant et où il ne faut pas l'inscrire. Et donc, depuis longtemps, le ministère se refusait de communiquer sur ces chiffres. Et finalement, c'est dans le cadre d'une enquête d'un journaliste que, se voyant refuser l'accès à ces chiffres, le journaliste a fait appel devant le juge administratif qui a obligé le ministère à communiquer ces résultats. Alors, tout le monde s'en est emparé tout de suite, et puis les résultats sont évidemment édifiants. Alors, on va en parler des résultats, évidemment. Comment il est construit cet indice? Enfin, que permet-il de décrire très exactement? Voilà. Alors, il est fondamentalement construit sur... Chacun se souvient de la petite fiche à la rentrée, profession du papa, profession de la maman. Sur la base de ce déclaratif, on affecte les élèves à des catégories socio-professionnelles. Voilà, tout le monde connaît ça plus ou moins. Et donc, sur la base des différentes catégories socio-professionnelles, on affecte un nombre de points. Et donc, il y a des couples en fonction de la profession du père et de la profession de la mère. Alors, il n'y a pas seulement ça, parce qu'à partir de ça, l'Éducation nationale a construit un indice qui est un peu plus complexe, qui cherche à évaluer les ressources culturelles disponibles dans le foyer pour l'enfant, les conditions dans lesquelles on réalise ses devoirs, le nombre de livres dans la famille, etc. C'est difficile à évaluer, ça. C'est très difficile à évaluer, mais ça a été fait sur la base d'une enquête préalable auprès de près de 30 000 élèves. Donc, ce sont des données qui restent quand même assez robustes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous apprend là? Il est sorti au mois de novembre, je crois, à peu près. Qu'est-ce qu'il nous apprend, cet indice? Et on va parler aussi peut-être du privé, public, même combat. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est qu'il y a encore des progrès à faire en termes de mixité sociale. Voilà, ça, c'est ce qu'on apprend. C'est pire que ça. C'est pire que ça. On nous dit ce que, je pense, personne ne sera surpris, que notre système éducatif est effectivement un système au moins à deux vitesses. Moi, je dirais même un peu plus que ça, parce qu'il n'y a pas seulement la question du public et du privé, et que, globalement, les différences entre des écoles situées à quelques centaines de mètres dans les mêmes quartiers sont immenses, sont allées en croissant, et voient la séparation de plus en plus importante des enfants des classes les plus populaires, et la fuite progressive des classes supérieures, on le sait depuis longtemps, notamment via les établissements privés, mais on voit également, et ça c'est nouveau, en tout cas dans la façon qu'on a de l'appréhender aussi clairement, c'est la fuite des classes moyennes, des établissements les plus en difficulté, vers les établissements de centre-ville ou les établissements privés. Vous, comment vous l'expliquez, cet exode des familles les plus aisées? Alors moi je pense que sur ces questions-là, le risque serait de tout faire porter sur l'école. Parce que mixité sociale... Il n'y a pas que l'école dans cette affaire. Vous pourriez faire intervenir un agent immobilier qui vous raconterait la façon dont, depuis l'apparition des ascenseurs, la mixité, la fameuse mixité verticale a fait place à
un dégagement horizontal. Tout le monde a vu que les classes moyennes ont fui les centres des métropoles parce que, voilà, quand vous avez un deuxième enfant, c'est compliqué de rester à Paris. Donc, première chose, derrière ce manque de mixité, il y a aussi des enjeux sociaux dont l'école ne peut pas être tenue comptable. Par contre, ce qu'on voit, au-delà de sociaux territoriaux, donc. Territoriaux, voilà. Tout à fait, exactement. Voilà, il n'y a qu'à regarder l'Est, l'Ouest de Paris, la façon dont les familles ont investi la petite ceinture en région parisienne, mais c'est vrai également, si vous regardez la carte de Marseille, le distinguo entre le Nord et le Sud est frappant, c'est impressionnant. Là, pour vous donner un ordre de grandeur aux téléspectateurs, l'IPS, globalement, c'est entre 40 et 180. La moyenne des quartiers nord de Marseille, c'est 80. La moyenne des quartiers sud de Marseille, c'est 130, 140. Vous voyez, c'est très clair. Le gouffre, il est là. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont le souvenir du grand fossé dans Astérix. On y est. Il y a un grand fossé aujourd'hui dans notre école. Mais alors, d'abord, ce grand fossé, il a d'autres ressorts que les ressorts exclusivement scolaires, premièrement. Deuxièmement, il a d'autres ressorts que les classes les plus favorisées et les classes les plus populaires. Ce qui se joue au cœur de ce constat, c'est vraiment le divorce dans les zones les plus fragiles entre les classes populaires et les classes moyennes. Et ça, c'est très inquiétant. On voit notamment que ce phénomène, il met en échec l'éducation prioritaire parce que, alors qu'on comptait sur une forme de mixité sociale, alliance de classe, disent certains sociologues, entre les classes populaires et les classes moyennes pour relever le niveau. On ne se mélange plus dans la société, donc on ne se mélange plus dans les écoles. On fuit les élèves les plus fragiles. Et là, on voit que toute la politique d'éducation depuis 40 ans, qui consistait à donner plus de moyens aux écoles prioritaires, elle est mise en échec par les classes moyennes, qui fuient ces écoles pour rallier les écoles de centre-ville, les écoles de la bourgeoisie. Et il y a quelque chose qui est très caricatural dans ce débat. Il y a un journal connu, dont je ne citerai pas le nom ici, qui titre depuis 3 semaines des classements les écoles où on réussit le mieux à Paris. Mais ce n'est pas les écoles où on réussit le mieux à Paris, ce sont les écoles où les élèves viennent de familles les plus riches. Mais pour tout le monde, ça veut dire aujourd'hui la même chose. Et ça, c'est un peu inquiétant. Privé, public, vous le disiez, là aussi, la question n'est presque pas là aujourd'hui. Elle est là quand même. Elle est là quand même. Elle n'est pas que là, mais elle est là quand même. Si on regarde un peu la moyenne, vous voyez, on regarde cet ordre de grandeur, ça va de 30 à 180. Aujourd'hui, on a des moyennes d'IPS en dessous de 80 dans les zones d'éducation prioritaire, alors qu'on a dans les établissements publics, dans les établissements privés qui sont dans les mêmes zones, des IPS supérieurs à 120, voire à 130. Dans certaines zones, à Paris, je vous donne par exemple l'exemple du 18e arrondissement, est édifiant. Vous avez à 100 mètres, dans une même rue, un IPS à 75, un IPS à 140. Là, on voit bien qu'il y a un vrai sujet. Alors, de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a une tentation qui serait celle de dire il faut mettre le privé dans la carte scolaire. Je pense que ce serait une erreur, parce que quelque part, on continuera à appuyer là où ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'on va forcer les gens à la mixité. Et ça, on voit bien que ça ne marche pas, parce que les gens la mettent en échec, cette mixité. Donc, je crois qu'à cette tentation de l'autoritarisme, de la mixité par la verticalité, il y a d'autres moyens qui me semblent plus intelligents, qui seraient par exemple de proposer aux établissements privés de dire « Ok, vous êtes des établissements privés, mais en fait vous êtes un opérateur de service public, vous êtes financé à 80% par des deniers publics, prenez 20% de boursiers. » Et là, je pense qu'on a quelque chose qui serait plus intéressant. Les quotas, une solution. Des quotas, ou moi j'appellerais ça finalement les établissements privés sous contrat sont des établissements publics de fait, à je dis 85% de leur budget, donc ce serait tout à fait légitime de dire écoutez, vous prenez entre 20 et 30% en fonction du quartier dans lequel vous êtes de jeunes en situation de difficulté, ou alors dans le cadre d'un partenariat avec un collège public à côté, peut-être que cet élève qui est particulièrement en difficulté, qu'on n'arrive pas à gérer dans le collège public, peut-être que ça lui ferait pas de mal d'aller au collège privé, peut-être que la pédagogie mise en œuvre dans le collège privé, elle pourra apporter des réponse à cet enfant, à sa famille, etc. Donc, encore une fois, la clé de notre système éducatif, c'est restaurer la confiance. Et on ne restaurera pas la confiance par davantage d'autoritarisme. On restaurera la confiance par davantage de partenariat, par davantage de confiance les uns envers les autres. Et je crois que ça implique, évidemment, les établissements privés. Vous parliez du financement des établissements privés. Est-ce que, justement, ce constat-là, il pose la question des moyens accordés aujourd'hui au public ? Oui, clairement, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une vue trop caricaturale sur cette question. Vous voyez, je reprends la question de l'éducation prioritaire. On a alloué des moyens supplémentaires à cet établissement. On a mis davantage de professeurs. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que ce n'est pas toujours les plus expérimentés qui y vont. On a donné davantage d'heures de formation continue. On leur a donné des heures pour davantage de concertation. Il y a tous les crédits politiques de la ville autour. Donc, en fait, on a mis les moyens. Et pourtant, les familles fuient.
Donc c'est quand même très intéressant. La question de la confiance n'est pas d'abord une question de moyens. Nous, à Vers le Haut, nous sommes convaincus que la question de la confiance, elle passe par une plus grande implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les familles, aujourd'hui, les plus aisées, jouent un rôle décisif, et tout le monde le sait, dans la réussite de leurs enfants. Pourquoi les en empêcher? Si elles veulent le meilleur pour leur enfant, ben, elles ont bien raison de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est aider les familles les plus éloignées de l'école, les familles qui ne se sentent pas forcément légitimes à le faire, à s'impliquer elles-mêmes dans la scolarité de leur enfant. Parce que justement, vous parlez de réussite scolaire. Quelles sont les conséquences sur la réussite scolaire de ces élèves, justement, inscrits dans des collèges à très faible mixité sociale? D'abord, vous savez, on dit souvent dans la réussite scolaire, il y a l'effet enseignant, décisif. Il y a l'effet établissement, qui est un effet que de plus en plus la recherche met en avant. En fait, le fait de se sentir appartenir à un établissement, ça joue. Et puis, il y a l'effet, évidemment, environnement global. Dans cet environnement global, il y a les gens que vous allez fréquenter. Évidemment, au collège, c'est un âge où on est pris dans un tissu relationnel très important. C'est le moment où l'adulte va commencer à émerger. Il découvre un peu les enjeux du monde. Et c'est pas un hasard si les familles retirent précisément à ce moment-là leurs enfants des établissements publics. La part des élèves scolarisés dans le privé au CM2 est de 14%, en 6e, elle est de 22%. Donc on voit bien que les familles ont identifié ce problème. À l'entrée au collège, il y a trop de dangers, je ne sais pas ce que va devenir mon enfant, j'ai un peu peur, je le mets dans le privé. Il faut quelque part entendre cette inquiétude des familles et y répondre par la confiance, pas par la contrainte. Une dernière, il nous reste une petite minute. Donc les solutions, globalement, voilà, comment l'école pourrait corriger ces inégalités, créer donc des fois, parce que c'est ce que vous nous dites, par la géographie locale. Voilà, une ou deux solutions et on se quittera là-dessus. Alors, première solution, il y a des choses très intéressantes qui ont été mises en place, notamment à Paris, qui s'appellent les secteurs multicollèges. Vous prenez un collège faible, un collège fort, vous les mettez ensemble et vous essayez de dispatcher les élèves entre les deux. Hyper intéressant. En plus, ça permettrait de mettre deux équipes éducatives qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue sur les élèves et croiser un peu les regards et dire cet élève qui est vraiment très en difficulté, on va le mettre à Saint-Jean-de-Passy. C'est peut-être à Saint-Jean-de-Passy qui va avoir du... Et puis ça fera peut-être du bien aux élèves de Saint-Jean-de-Passy de voir arriver des élèves un peu en difficulté qui vont apporter d'autres façons d'être, d'autres façons de faire et enrichir leur environnement. Mais encore une fois, ce genre de choses ne peut se faire que dans la confiance et le dialogue avec les familles. Deuxième proposition très claire. On a un vrai sujet d'implication des familles les plus vulnérables, dites les plus éloignées de l'école dans la scolarité de leur enfant. Il faut permettre à ces familles-là, elles aussi, elles veulent le meilleur pour leur enfant. Il faut leur permettre de s'impliquer pour la réussite de leurs enfants autant que les familles les plus favorisées. Et ça passe par l'animation d'un dialogue entre l'école et les familles. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que ça ne marche que quand il y a un intermédiaire. Et donc il faut de plus en plus qu'il y ait des intermédiaires dans l'établissement, des associations chargées d'animer ce dialogue avec les familles. C'est décisif. Encore une fois, la réponse à la crise éducative, elle ne passe pas par un renforcement d'un cadre vertical qui exclurait les familles, les associations, les entreprises, mais par de plus grandes alliances au service de la réussite de tous. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Prévost de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes directeur général du think tank Vers le Haut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.